Ces temps-ci, je pense beaucoup à un concept qu'on retrouve dans la littérature, mais également dans toutes les formes d'art, là, en quelque sorte, et c'est le concept d'auteur insulaire. Donc, dans cette vidéo, je vais me concentrer principalement sur les auteurs insulaires de la science-fiction, puis dans des genres de l'imaginaire de façon un peu plus générale. Mais c'est vraiment un concept qui se retrouve un peu partout dans l'art. Puis, un exemple par excellence sur lequel je vais pouvoir un peu me baser, puis c'est un exemple que j'aborde assez souvent sur cette chaîne, étonnamment, mais c'est Marcel Proust. Marcel Proust qui a une œuvre qui est vraiment unique, un style unique, qui a fait quelque chose qui est complètement différent de ce qui se passait là, au niveau littéraire, au niveau des mouvements de son époque. Il a écrit une œuvre complètement différente, puis encore aujourd'hui, elle est considérée comme marginale, puisqu'elle est réellement différente des autres romans de façon générale. Donc, c'est l'exemple sur lequel je peux me baser, mais il y a moyen de théoriser un petit peu le concept, puis de rendre ça un peu plus peut-être propre à la science-fiction. Et donc, c'est ce que j'aimerais faire. Selon moi, il y a plus ou moins 4 caractéristiques de l'auteur de science-fiction insulaire qui le définissent. Et donc, un auteur insulaire par excellence va d'abord être un auteur qui est iconoclaste. C'est-à-dire que ça va être un auteur qui défie les genres actuels, défie les mouvements de son époque, puis va faire quelque chose qui est complètement différent et qui n'a pas été fait avant non plus. Et donc, dans la science-fiction, ça, c'est un concept qui se traduirait par l'invention d'un nouveau sous-genre. Puis là, pour donner un exemple, je pourrais nommer E.E. Doc Smith, qui est un auteur qui a été relativement oublié, qui est connu principalement parce que il a traîné un peu avec Ron Hubbard durant toute l'époque dianétique puis scientologie. Mais donc, c'est un auteur qui, dans les années 20, a écrit le premier roman de space opéra de la science-fiction. C'est un concept qui était complètement nouveau. Et donc, à cet égard, il serait un auteur iconoclaste. Mais pourtant, ça ne fait pas de lui un auteur qui est insulaire, parce qu'il y a d'autres caractéristiques qui les définissent. Et la seconde caractéristique, c'est qu'un auteur doit être inclassable. Et donc, non seulement il a défié les, si on veut, les normes de l'époque, les normes littéraires de l'époque, mais également, aujourd'hui, on le considère encore inclassable. Et donc, non seulement c'est un auteur qui se distingue de ses prédécesseurs et de ses contemporains, mais c'est aussi un auteur qui se distingue de nos jours parce que potentiellement son œuvre a été reproduite à plusieurs reprises, mais sans succès, ou bien parce que tout simplement la vague populaire ou l'engouement général s'est tourné vers un sous-genre de la science-fiction qui est différent, ou s'est tourné vers des concepts qui sont différents de ceux qui ont été abordés par ce genre d'auteur qui est inclassable. Et donc, une troisième caractéristique d'un auteur insulaire serait qu'il soit visionnaire, ce qui peut ressembler à la première caractéristique là, au départ d'iconoclaste, parce que, encore une fois, on est tourné vers l'innovation, vers l'invention de quelque chose qui est nouveau. Et donc, un auteur de science-fiction qui pourrait être pris en exemple pour cette caractéristique de visionnaire, ce serait Arthur C. Clarke, qui n'est pas un auteur insulaire, qui est tout à fait dans le mouvement de son époque, donc un peu plus de la science-fiction de l'âge d'or, un peu plus centré sur l'aspect scientifique, un peu plus de hard science. Donc, Arthur C. Clarke, par exemple, même si il n'est pas un auteur insulaire, c'est un auteur qui est visionnaire, justement parce qu'il a anticipé des éléments qui, de nos jours, existent, ou encore parce que il a développé des concepts de science-fiction qui sont nouveaux, qui étaient nouveaux pour l'époque. Enfin, et c'est plus ou moins la dernière caractéristique, c'est qu'un auteur insulaire se doit d'être ésotérique. Puis, c'est pas forcément le cas de chacun d'eux, mais souvent, ces auteurs-là vont apporter justement des éléments de mysticisme, d'ésotérisme, puis ils vont apporter une part de mystère à la science-fiction, ce qui est très étrange. Je pense que c'est vraiment une particularité des auteurs insulaires de science-fiction, par opposé à tout ce qu'on peut retrouver dans la littérature générale, par exemple, où il y a vraiment un certain engouement, un certain intérêt pour le mysticisme, pour ce qui va au-delà de la science dans les auteurs de science-fiction qui sont insulaires. Mais ça, c'est ce qu'on va explorer davantage au cas par cas. Enfin, il y a une dernière considération à avoir par rapport à ces 4 caractéristiques-là, et c'est que, d'habitude, ces caractéristiques-là vont avoir pour effet de faire en sorte que l'auteur dont il est question, l'auteur qui est dit insulaire, va être parfois un auteur maudit. Donc, quand je parle d'auteur maudit, là, on peut penser par exemple à Baudelaire, on peut penser à Edgar Allan Poe. Et donc là, je ne sais pas si vous êtes familier avec leur parcours de vie, mais très souvent, c'est des auteurs qui ont été un peu rejetés, qui sont
qui était marginal autant d'un point de vue littéraire que dans la vraie vie. Et donc, souvent, l'un vient avec l'autre, mais d'habitude, ils sont justement marginaux dans leur vraie vie, en conséquence des différentes caractéristiques que j'ai nommées précédemment. Donc, c'est pour ça que je suis un peu réticent à les mettre parmi les 4 caractéristiques, mais c'est en quelque sorte une 5e caractéristique, parce qu'évidemment, causes et conséquences souvent vont se confondre. Et donc, tout ça peut un peu s'entremêler, mais je vais quand même le mettre comme caractéristique d'un auteur insulaire. Et donc, voilà, ça résume un petit peu la théorie qu'il y a derrière l'œuvre insulaire, l'auteur insulaire, que, évidemment, je viens d'inventer. Là, c'est pas quelque chose qui est définitif. C'est ce que j'ai observé un petit peu à travers mes questionnements par rapport à ce qu'est un auteur insulaire. Et donc, voilà, ça nous ramène à ces 5 caractéristiques-là. Un auteur insulaire se doit d'être iconoclaste, inclassable, visionnaire, ésotérique, et finalement, il peut être un poète maudit, un auteur maudit. Et donc, une dernière considération, je sais que j'ai déjà dit ça, mais là, c'est vraiment la dernière. Parfois, c'est difficile d'identifier un auteur insulaire parce que, comme je l'ai dit, la littérature de science-fiction s'est vraiment enrichie au cours du dernier siècle. C'est un genre qui existe depuis bien plus qu'un siècle, là, mais au cours du dernier siècle, ça s'est vraiment développé. Parfois, c'est difficile de dire qui est un auteur insulaire, qui ne l'est pas, justement parce que la science-fiction est un genre qui est très vaste. Et donc voilà, ça nous mène aux 5 exemples d'auteurs que je qualifierais d'insulaires dans la science-fiction puis dans la littérature de l'imaginaire de façon générale. Et on commencerait avec l'un des premiers, qui est David Lindsay. Et donc David Lindsay, il a écrit A Voyage to Arcturus, qui a été traduit en français, mais la dernière édition date d'il y a très longtemps déjà. Puis je le qualifierais d'un auteur qui est insulaire parce que c'est vraiment l'un des premiers à avoir, ou du moins c'est l'un des premiers dans la science-fiction plus anglophone. C'est l'un des premiers à avoir un peu rejeté l'aspect scientifique de la science-fiction pour se concentrer vers justement quelque chose de plus mystique, quelque chose de plus ésotérique par moment, et également philosophique. Ce qui pour l'époque était, je dirais pas que c'est nouveau parce que c'est déjà quelque chose qui avait été apporté par exemple avec H.G. Wells, mais c'est quelque chose qui ne se faisait pas habituellement. Et David Lindsay, avec son voyage vers Arcturus, il met vraiment en avant des concepts qui vont être explorés à l'avenir, parfois beaucoup plus tard avec la New Wave par exemple des années 60, et donc il apporte quelque chose de très particulier qui va être repris par plusieurs auteurs. Je pense à C.S. Lewis qui l'a nommé comme inspiration pour sa trilogie de Perelandra, même pour Narnia. Mais donc c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Il y a Philip K. Dick par exemple dont on va parler tout à l'heure, mais c'est en quelque sorte l'auteur préféré de votre auteur préféré de science-fiction. Puis bon, ici, c'est une légère exagération, là, mais disons que c'est vraiment une influence primordiale, sans pour autant qu'il soit un père fondateur de la science-fiction. Ça a été une figure qui est relativement oubliée. C'est peu de gens qui ont lu David Lindsay, particulièrement dans la francophonie, mais c'est pas pour autant que ça n'est pas un auteur qui est important, qui a réellement apporté quelque chose de nouveau, de novateur, d'ésotérique et de relativement inclassable dans la science-fiction, et c'est pourquoi je dis que c'est un auteur qui est insulaire. Un deuxième auteur insulaire qui lui aussi a travaillé très tôt, donc David Lindsay, c'était aux alentours des années 20, des années 1920, mais un autre qui serait très intéressant à aborder, c'est J.H. Rossini aîné, qui est un auteur de science-fiction francophone, qui a été relativement oublié, même si, pour moi, à bien des égards, c'est un auteur qui fait bien plus partie des pères fondateurs qu'un Jules Verne, par exemple. Et donc, J.H. Rossini aîné a écrit des classiques qui ont été relativement oubliés, comme Les Voyageurs de l'Infini, Un autre monde, ou encore Les Xipéus. Juste de nom, là, c'est parmi ses plus grands classiques. Puis, c'est vraiment, chacun de ceux que je viens de nommer, là, c'est des œuvres qui sont assez particulières, qui m'ont particulièrement surpris lorsque je les ai lues, parce que, justement, ils ont des éléments de science-fiction qu'on va seulement retrouver beaucoup plus tard dans l'histoire du genre, parce que J.H. Rossini aîné n'avait pas peur d'utiliser des éléments de science-fiction puis de les apporter très loin dans l'anticipation, de prendre justement l'aspect scientifique puis de l'extrapoler à son extrême, et également d'avoir une approche qui est très peu anthropologique. Donc il va beaucoup s'éloigner de l'humain, beaucoup s'éloigner de l'être humain pour parler parfois d'espèces extraterrestres qui sont complètement différentes. Je pense que c'est dans les XPUs, là, même si
même si je confonds parfois les œuvres. Il y a une race d'extraterrestres qui fait partie du règne minéral. Donc, c'est des concepts qui sont très intéressants. Ou encore dans Un autre monde, il est question d'un personnage qui possède un sens, un sixième sens, en quelque sorte. Et c'est réellement une œuvre qui est très particulière pour l'imagination qui est mise à l'œuvre dans celle-ci. Et en plus, J.H. Rosny-Aîné, c'est quand même un auteur qui est capable d'écrire des textes avec une plume assez intéressante. Il y a un style qui, fait parfois vieillot, mais tout de même qui est assez intéressant. Et donc, évidemment, c'est toujours un plus là, lorsqu'il est question de science-fiction francophone. Il n'y a pas la barrière, justement, de la traduction. On va directement à l'œuvre. Et c'est particulièrement intéressant dans l'œuvre de J.H. Rosny-Aîné. Et donc, c'est un auteur à prendre en considération. Un auteur qui est non seulement visionnaire, justement, à cause de son extrapolation des principes scientifiques, mais également qui est relativement inclassable parce que son œuvre est presque ancrée dans le fantastique français de son époque, avec notamment Maupassant, là, pour donner l'exemple classique, mais qui va un peu plus loin dans la science-fiction. Puis, c'est pas quelque chose qu'on va tant retrouver à l'avenir, justement, à cause de cette position particulière dans l'histoire puis dans les mouvements littéraires de son époque. Et donc, il est un peu en marge pour cette raison. Je pense que j'ai évoqué 3 des 5 principales caractéristiques d'un auteur qui est insulaire. Puis, pour moi, c'est vraiment un exemple qui est excellent. Puis, je vous recommande de lire ses œuvres, ne serait-ce que pour justement la culture générale, là, de connaître un peu les origines françaises de la science-fiction. Et donc, je ne sais pas si je l'avais dit déjà, mais c'est un auteur qui a travaillé dans les années 1880 à 1910 à peu près. Et donc, lorsque je parlais de cette volonté de s'éloigner de l'humanité, d'essayer de voir au-delà de ça, c'est un auteur qui précédait dans ce concept-là Lovecraft. Et donc, H.P. Lovecraft, qui lui a plutôt travaillé 10 ans plus tard avec ses grands textes là, dans les années 1920 à 1930. C'est un auteur qui lui aussi est particulièrement insulaire. C'est d'ailleurs le premier dont on va pouvoir parler, qui est un auteur maudit. Je pense qu'on peut le dire assez clairement, là, mais c'est un auteur qui a eu une vie très difficile, qui vivait presque en ermite pour une grande partie de sa vie, même s'il y avait une très grande correspondance. Mais H.P. Lovecraft, il est particulièrement mémorable justement pour sa sensibilité, pour ce qui faisait de lui quelqu'un d'aussi retranché dans son œuvre, d'aussi seul. Et donc, toute sa haine et toutes les émotions négatives qu'il a accumulées au cours de sa vie se sont retranscrites très bien sur la page, dans ses œuvres, particulièrement les grands textes, comme je le disais. C'est un auteur qui s'éloigne lui aussi beaucoup de l'humain, mais qui va au-delà parce qu'il en fait presque une philosophie en quelque sorte, parce que il développe le cosmicisme, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle en français, qui est en quelque sorte un existentialisme qui est augmenté. Je pense que c'est une idée qui était partagée par Houellebecq dans justement sa biographie ou son essai sur Lovecraft. Et donc voilà, cette idée que on n'est rien face à la grandeur de l'univers, c'est vraiment quelque chose qui était très différent de ce qui se faisait à l'époque dans la science-fiction. Puis bon, c'est pas tout à fait un auteur de science-fiction, beaucoup diraient qu'il se classe plus dans le fantastique, notamment à cause de ses influences qui étaient très fantastiques, il le dit lui-même, notamment Edgar Allan Poe qui est censé être sa grande inspiration. Mais malgré tout, puis c'est un peu justement ce qui est développé ou ce qui est un peu sous-entendu dans l'essai de Houellebecq, justement. Mais il était question de son intérêt vers les sciences qui était croissant alors que juste avant sa mort, là, qui sous-entendrait que si Lovecraft avait vécu plus longtemps, probablement qu'il aurait écrit des œuvres qui seraient devenues progressivement de plus en plus proches de la science-fiction. Même ces œuvres un peu plus tardives font un peu partie de la science-fiction là, à certains égards. Mais bon, c'est principalement du fantastique, là, on va pas se le cacher. Mais il n'en demeure pas moins que ça fait en quelque sorte partie de la science-fiction. Puis la science-fiction va beaucoup s'inspirer de son œuvre, mais malgré tout, ça reste très clairement une œuvre qui est inclassable, qui était visionnaire pour son époque, même d'un point de vue philosophique, là, pas seulement d'un point de vue de la fiction.
Puis évidemment, c'était un auteur maudit, ça c'est très clair. Puis c'est un point qui est particulièrement intéressant dans la biographie de Lovecraft. Et donc voilà, pour faire un très gros contraste, là, pour sortir de tout le pessimisme puis le nihilisme de Lovecraft, un autre auteur de la science-fiction qui serait particulièrement insulaire, c'est Cordwainer Smith, avec évidemment Les Seigneurs de l'instrumentalité et l'Australie. C'est un auteur qui, lui aussi, a une vie très intéressante, bien qu'il ne soit pas tout à fait un auteur maudit. Ça reste un auteur qui est demeuré assez mystérieux tout au long de sa vie, qui lui aussi a une biographie qui est vraiment intéressante. Mais voilà, il a écrit un texte qui est très différent de H.P. Lovecraft parce que, justement, il aborde des questions qui sont beaucoup plus optimistes. Il est un peu plus humaniste, puis ça reflète un petit peu le style des années 50, justement, qu'on retrouvait. Il a écrit justement Les Seigneurs de l'instrumentalité aux alentours des années 50, les années 60. Et puis voilà, c'est très positif. Souvent, c'est très poétique comme façon d'écrire. Il s'inspire beaucoup des mythes, des légendes, puis de la façon dont sont écrites les fables, par instant. Et c'est vraiment un aspect qui est intéressant, un aspect qui est unique, qu'on retrouve pas vraiment ailleurs dans la science-fiction, ou en tout cas, en ce qui concerne mes connaissances de la science-fiction, là, j'ai très rarement vu ça. Et donc voilà, il y a des éléments de space opéra, il y a des éléments science-fictionnels qui ont été abordés dans d'autres œuvres qui le précèdent, mais son approche de la science-fiction demeure vraiment marginale. Tout ça mène à croire que c'est plutôt un auteur insulaire, d'autant plus que ce qu'il a fait n'a pas été reproduit après, là, ou en tout cas si ça l'a été plutôt oublié. Donc c'est un auteur qui est rarement la source d'inspiration principale des auteurs plutôt plus modernes. Mais bon, en disant ça, je viens de réaliser qu'il y a tout de même le livre du Nouveau Soleil, l'ombre du bourreau. Je ne sais pas si c'est des titres qui sont évocateurs, là, ils sont surtout connus dans la science-fiction anglophone, mais Gene Wolfe, avec justement sa pentalogie du Nouveau Soleil, parfois il aborde des éléments qui sont semblables à ce qu'on retrouve avec l'œuvre de Cordwainer Smith, mais c'est vraiment des instants dans la science-fiction qui sont sporadiques, qui sont plutôt rares. D'habitude, Cordwainer Smith, lorsqu'on lit, ça fait vraiment un vent de fraîcheur. C'est quelque chose qui est unique dans son genre. Le dernier auteur un peu plus marginal dont j'aimerais parler, qui est quand même un auteur insulaire à certains égards, c'est Philip K. Dick. Philip K. Dick qui déjà répond aux critères du poète maudit. Donc de son vivant, il a été très peu lu, très peu connu. Il a eu beaucoup de difficultés avec les drogues, par exemple. Puis il a une vie qui est plutôt triste, une vie de pauvreté. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a écrit des textes qui sont vraiment marquants. Donc ici j'ai Blade Runner, mais il y a Ubik, Le Maître du Haut Château. Tous des œuvres qui sont assez uniques, même si, en quelque sorte, il se place dans la New Wave des années 60. C'est l'époque où il écrivait. Mais là où il diffère un petit peu de la New Wave, bien qu'il y ait une écriture qui soit très crue, très originale, un peu à la manière des auteurs de l'époque, c'est un auteur qui a beaucoup utilisé le mysticisme, mais qui a aussi mélangé une bonne quantité de critique sociale, puis surtout d'un questionnement des perceptions humaines. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ressors des œuvres de Philip K. Dick. Là, évidemment, le super bon exemple, c'est Les androïdes rêvent-ils de Mouton électrique, qui est un super roman adapté en film, évidemment. Alors, pour l'exploration de ce questionnement-là, le questionnement des perceptions, puis toute la philosophie qui bâtit autour de ça, je dirais que c'est un auteur qui est plutôt insulaire. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont tenté de reproduire ses textes, donc notamment avec le genre du cyberpunk, mais c'est un auteur qui était plutôt en marge de son époque, qui a été peu lu à l'époque parce qu'il était plutôt incompris. Alors on ressort encore de nombreuses caractéristiques d'un auteur qui est insulaire. En dépit du fait qu'il y a tout de même beaucoup de films puis beaucoup d'œuvres de science-fiction postérieures à Philip K. Dick qui ont clairement eu une inspiration de cet auteur. Puis évidemment, il y a eu les films là, Total Recall, Blade Runner, Minority Report, tous des films qui sont devenus très connus aujourd'hui, qui font de lui un auteur qui est un peu moins insulaire, mais tout de même, il garde certains éléments qui sont très forts de l'auteur insulaire. Alors voilà, c'est les 5 auteurs que j'ai gardés en tête avec cette question-là de l'auteur insulaire.
Dites-moi en commentaire si c'est un concept qui est intéressant parce que vraiment c'est quelque chose qui me tenait à cœur, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi depuis longtemps parce que c'est assez fascinant de voir ces auteurs-là qui surgissent un peu de nulle part, qui font des œuvres qui sont parfois très très différentes de ce qu'on retrouve dans le reste de la science-fiction. C'est une question qui est particulièrement importante dans un genre qui est aussi vaste. Alors c'est pas mal ça. J'espère que vous avez apprécié mes élucubrations qui étaient parfois un petit peu chaotiques. Mais j'espère que mon idée a été plutôt claire. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Merci beaucoup.